Les amis, à l'heure actuelle, nous sommes face à ce que j'appellerais le nœud le plus dangereux de toute cette guerre. Ce n'est pas parce qu'on tire à nouveau des missiles d'une portée de 5000 km, ni parce que le détroit d'Ormuz est fermé ouvert, puis de nouveau fermé, mais parce que les négociations entre les États-Unis et l'Iran représentent la seule chance de mettre fin à cette histoire sans une nouvelle guerre. Elles ne dépendent pas en ce moment de Washington ni de Téhéran, mais de ce que fait le Hezbollah au Liban. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est ainsi, qui trompe réellement qui dans cette partie, et je vous proposerai mon propre plan. Ce qu'il faut faire pour trancher ce nœud. Pas le dénouer, mais bien le trancher. Analysons ce que l'Iran exige précisément et ses revendications sur le Liban et le Hezbollah. Puis ce que l'Amérique exige en retour et pourquoi cela s'apparente à un ultimatum. Pourquoi aucune des parties ne recule, même si toutes savent qu'elles sont dans une impasse. Et enfin, ma proposition personnelle qui, à mon avis, pourrait trancher ce nœud gordien, ou peu importe comment on l'appelle. Alors, les exigences de l'Iran. Le 18 juin, Trump et Pezeshkian ont signé le mémorandum d'Islamabad. Le document est simple dans son essence. En échange de la cessation des hostilités sur tous les fronts pendant 60 jours, les États-Unis lèvent le blocus maritime et l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz à la navigation. Tout semble clair. Mais comme d'habitude, le diable se cache dans les détails, et le point essentiel, c'est le Liban. Dès le début, l'Iran a d'emblée posé une condition ferme. Le cessez-le-feu doit concerner non seulement les frappes directes sur le territoire iranien, mais aussi l'opération d'Israël contre le Hezbollah dans le sud du Liban. La logique de Téhéran ici est parfaitement claire. Le Hezbollah est un atout iranien, cultivé, armé et financé depuis des décennies. Ce n'est pas qu'un allié, c'est aussi un investissement très coûteux. Permettre que cet investissement soit détruit, au moment même où l'Iran lui-même s'assoit à la table des négociations pour sauver ce qui reste de son programme nucléaire, de son régime, cela signifie perdre la profondeur stratégique sur tout le front du Moyen-Orient. C'est pourquoi Téhéran agit selon un schéma que nous avons déjà vu. Le 1er juin, avant même la signature du mémorandum, l'agence iranienne Tasnim a annoncé la suspension des négociations. Prétexte officiel, l'offensive israélienne est la prise de la forteresse de Bafor. Le chef du ministère des Affaires étrangères iranien, Arak Shitada, a déclaré ceci. La violation du cessez-le-feu sur un des fronts signifie une violation sur tous les fronts en même temps. Et la responsabilité en incombe aux États-Unis et à Israël. Notez la formulation. Pas seulement Israël, mais les États-Unis et Israël. C'est fondamental. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Après la signature du mémorandum, la situation s'est pratiquement répétée à l'identique. Israël n'a pas arrêté l'opération au Liban. Au contraire, il l'a élargie, en frappant des cibles du Hezbollah dans la Bekaa, justifiant ses attaques par des violations du cessez-le-feu de l'autre côté. Et Téhéran est d'ailleurs, oui, il violente aussi. Pendant la trêve, n'importe quelle trêve, au Moyen-Orient, on tire toujours. Donc, pas seulement au Moyen-Orient, en Europe de l'Est aussi. Et Téhéran a de nouveau commencé à utiliser la menace de mettre fin au dialogue comme un outil de pression. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils peuvent menacer de suspendre le dialogue. Maintenant, sur fond de négociations techniques à Bürgenstock. Quelles sont les exigences de l'Amérique ? Voici le problème. Washington ne reste pas silencieux et ne se contente pas d'acquiescer aux exigences iraniennes. Les Américains ont aussi leurs revendications, adressées à l'Iran, pas à Israël. Ça sonne à peu près comme ceci. Vous voulez que nous arrêtions Israël ? D'abord, arrêtez votre Hezbollah. Cessez de lui fournir de l'argent, cessez de l'armer. Faites-le taire sur le front libanais. Et alors, nous parlerons de la façon de retenir les Israéliens. Trump a présenté ses exigences pratiquement sous forme d'ultimatum, en plein milieu des négociations en Suisse. Contraindre immédiatement ses relais libanais à cesser le feu. Sous la menace de nouvelles frappes puissantes des États-Unis, pas seulement d'Israël. Autrement dit, la formule est la suivante. L'Iran dit « arrêtez Israël ». L'Amérique répond « commencez par arrêter le Hezbollah ». Et les deux parties, en fait, exigent l'une de l'autre, mais je dirais l'impossible, parce qu'aucune d'elles ne contrôle réellement son partenaire à 100%. Bon, d'accord. Peut-être que l'Iran contrôle le Hezbollah à 95%, mais dans l'ensemble, Israël n'est même pas contrôlé à 95% par l'Amérique.
Et là, je dois dire quelque chose de particulièrement important et assez inattendu. Cela concerne directement la diaspora russophone, et de la façon dont cette histoire peut affecter une toute autre région, éloignée du Moyen-Orient, à première vue. J'en parlerai plus tard en détail, car cela demande attention. Pour l'instant, revenons au sujet principal. Parce que sans comprendre ce nœud, il est impossible de comprendre ce qui va se passer ensuite. Maintenant, pourquoi aucune des parties ne fait marche arrière, n'abandonne le mouvement? Voici le point clé que je veux que vous reteniez vraiment. D'un point de vue militaire, l'Iran a perdu cette guerre. Complètement. Tué, le guide suprême Khamenei a été tué. La flotte a été anéantie dans le golfe d'Oman. Des dizaines d'installations militaires ont été détruites. Les centres nucléaires de Vodonze et Fardo ont été bombardés. Oui, des dizaines de milliers de victimes des deux côtés. Du côté iranien, on compte des milliers de militaires tués. Des militaires. Et des centaines de civils morts. Ce n'est pas un échange. C'est une défaite. Eh bien, voilà le paradoxe. Une défaite militaire ne signifie pas l'absence de levier de pression. En plus du détroit d'Ormuz, l'Iran dispose d'un atout très efficace. C'est le Hezbollah. Et le simple fait que le cessez-le-feu au Liban dépende de la bonne volonté de Téhéran, ne serait-ce qu'en parole, constitue déjà un levier ou un atout sérieux. L'Iran comprend parfaitement que tant qu'il existe une menace formelle que les négociations échouent, il dispose d'un levier. Obtenir la levée des sanctions, le dégel des avoirs, l'accès au groupe de travail sur la reconstruction et le développement économique. C'est-à-dire exactement ce que Téhéran a annoncé après Bürgenstock le 23 juin, 4 groupes de travail sur la levée des sanctions, sur le programme nucléaire, sur la reconstruction, sur le suivi. Ce n'est pas un cadeau. C'est ce que l'Iran négocie pour lui-même au prix de la menace de faire échouer la table ronde. D'un autre côté, Israël. Netanyahou a fermement indiqué qu'il ne comptait pas réduire la présence militaire au sud du Liban. Et voici un détail juridique très important, sans lequel il est impossible de comprendre cette situation de manière juste. Israël n'a pas signé le mémorandum du 18 juin, c'est un document entre les États-Unis et l'Iran. Israël n'y a pas participé et formellement n'a aucune obligation à son égard. C'est pourquoi lorsque Téhéran écrit ou dit qu'Israël viole l'accord, il s'agit de rhétorique et non d'un fait juridique. On ne peut violer que ce qu'on a signé, ce qu'on a promis. Oui, il m'a promis quelque chose, et là il a violé cet engagement. Non, Israël n'a rien signé, n'a rien promis à personne. Cela donne un tableau très intéressant. L'accusation de violation s'adresse en réalité à celui qui n'a pas fait de promesse, et non à celui qui en a fait. La promesse de cesser le feu sur tous les fronts a été faite par l'Amérique à l'Iran. Et tenir cette promesse à la place d'une tierce partie de son allié souverain qui n'a pris aucun engagement parce que Washington ne le peut pas. Eh bien, à moins d'exercer une forte pression directement sur Netanyahou lui-même. Voilà le véritable point faible de l'Amérique. Juste avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, alors que la cote de popularité de Trump est déjà à un niveau historiquement bas, exercer une pression ouverte et ferme sur lui serait extrêmement douloureux politiquement. Cela signifie donc que l'Iran dispose d'un deuxième levier. Comprendre que Washington est actuellement vulnérable politiquement signifie qu'il est relativement sûr et avantageux de gagner du temps et d'exiger davantage. C'est pourquoi aucune des parties ne s'arrête vraiment. L'Iran se considère comme faible mais, pas anéanti. C'est-à-dire perdant sur le plan militaire, mais disposant d'un levier suffisant pour obtenir le maximum avant le règlement final. Israël se considère comme fort et invincible sur le champ de bataille au Moyen-Orient. Cela signifie donc qu'il ne voit aucune raison de s'arrêter. D'autant plus que les succès militaires contre Hezbollah sont perçus dans le pays comme une victoire qu'il ne faut pas interrompre à mi-chemin. Et l'Amérique est coincée entre deux feux. Elle a besoin d'un accord avec l'Iran. C'est sa principale réussite de cette année. Mais elle ne peut pas et ne veut pas faire pression sur Israël aussi fermement qu'il le faudrait pour réaliser cet accord. Et voici ma proposition. En général, pour les questions politico-militaires, j'exprime une proposition ordinaire. Mais ici, je veux exprimer ma propre position. Ce que je proposerais à Israël, à l'Amérique, si je pouvais, comme on dit, m'asseoir à la table si quelqu'un m'y invitait. Il faut arrêter de faire semblant que les négociations avec l'Iran et l'opération contre Hezbollah sont deux processus parallèles qui coexistent. Ce n'est pas le cas, c'est un seul et même processus.
Et tant que le Hezbollah existera physiquement en tant qu'organisation capable de tirer, il restera le principal objet de marchandage et le principal frein à tout accord. C'est pourquoi ma proposition est simple et peut-être dure. Suspendre temporairement toutes les négociations avec l'Iran. Complètement. Se focaliser sur une tâche, éliminer le Hezbollah, oui, le Hezbollah. Причем окончательно. Pas l'affaiblir, pas le repousser derrière la rivière ou jusqu'à la frontière, mais l'effacer complètement comme structure militaire et politique de la surface de la terre dans le sud du Liban. Après cela, il y a une deuxième étape cruciale, remettre tout le territoire libéré sous le contrôle de l'armée régulière libanaise. Éviter toute zone grise ou vide que le Hezbollah pourrait combler à nouveau dans 6 mois. Proclamer officiellement, déclarer, voici, c'est le territoire du Liban. Elle est sous le contrôle de l'État libanais, et plus personne, ni le Hezbollah, ni aucun autre groupe armé, n'a le droit d'y entrer. Point final. Et seulement après cela, revenir vers l'Iran et dire « Les gars, le problème est résolu. Il n'y a plus de raison de conflit sur le front libanais. Maintenant, menons des négociations de fond sur le programme nucléaire et les sanctions, sans nous laisser distraire par des détails ou des manipulations par procuration. » Vous comprenez la logique ? Actuellement, les deux parties se tiennent mutuellement en otage par l'intermédiaire d'une tierce force, par le biais du Hezbollah. L'Iran l'utilise comme levier de pression dans les négociations, et Israël utilise l'opération contre lui comme prétexte pour ignorer la pression diplomatique de Washington. Et les Américains sont coincés entre deux feux, car ils ne peuvent forcer aucune des deux parties à s'arrêter définitivement. Retirer physiquement le Hezbollah, et les négociations avec l'Iran seront aussitôt plus claires. Car l'objet principal de manipulation disparaîtra simplement. Oui, c'est une décision dure, oui, mais elle exige une détermination militaire pour aller jusqu'au bout et non de s'arrêter à mi-chemin, comme cela arrive assez souvent. Mais l'alternative, c'est un carrousel sans fin, dans lequel l'Iran va gagner du temps jusqu'au dernier jour avant les élections au Congrès américain, tirant le maximum de concessions de cette incertitude, parce qu'il comprend parfaitement, plus on approche de novembre, moins Trump a de marge de manœuvre politique pour exercer une pression forte sur Israël. Vous savez, j'ai tellement de matière, tellement d'événements qui se produisent en même temps, ici, sur cette chaîne et sur d'autres plateformes, que je n'ai physiquement pas le temps de tout raconter en un seul épisode. Donc, si vous avez le temps et l'envie, venez sur ma chaîne Telegram, c'est Léon Weinstein, écrit exactement comme sur cette chaîne, de la même façon là-bas, sur Telegram. Là-bas, je partage brièvement les choses les plus importantes. Quand il y a quelque chose, pour ainsi dire, de vraiment intéressant, mais que ça ne mérite pas forcément une longue vidéo, ou qu'il faut dire quelque chose d'urgent. Ce n'est pas comme un abonnement obligatoire, c'est juste un petit outil pour rester informé. Je pense que ça va vous intéresser. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, il se passe tellement de choses en ce moment que notre prochaine rencontre ne se fera pas attendre. Alors à très bientôt les amis, à la prochaine.